Tu es une femme noire dans la tech, donc tu vas galérer. Bienvenue dans Ces femmes qui font la tech. Aujourd'hui, on reçoit Maëlisa Seymour, mathématicienne et entrepreneuse. Maëlisa a fait l'école des mines, elle a aussi fait le Conservatoire national des arts et métiers, elle est data scientist, elle a travaillé pour des grandes entreprises en France et à l'étranger. Aujourd'hui, elle a monté sa start-up et elle cherche à lever des fonds. Bonjour Maëlisa. Bonjour. Alors Maëlisa, on voulait savoir quand et comment était né ton goût pour les mathématiques. En fait, c'est mon père qui, lui-même, est fan d'Excel, qui nous a mis, enfin ma sœur et moi, très tôt dans le bain. Donc, on a commencé avec des petits tableaux Excel, puis après des macros VBA. Et voie, entre guillemets, naturelle, ça a été la prépa, puis l'école d'ingé. Et après, j'ai fait un double diplôme en maths appliquées. Et alors, comment t'es passé des mathématiques au code informatique ? Alors, ça n'a pas été intuitif pour moi, puisque quand j'ai commencé à coder, j'ai détesté ça au début. Que ce soit en prépa ou en école d'ingé, donc c'était pas du tout naturel. Et en fait, en faisant mon double diplôme en maths appliquées, justement, j'ai vu l'application dans le domaine de la data science, des big data en général. Donc là, je me suis mise dans le code, un peu en auto-formation, et voilà, je suis tombée dedans. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, le métier de data scientist ? Alors, en théorie, quand on est data scientist, on part souvent du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on doit à la fois comprendre des besoins métiers, pouvoir les traduire sous forme de problèmes mathématiques solvables par des algorithmes. On doit être en mesure de comprendre les données, on doit être en mesure d'absorber les données, de les préparer et de construire les modèles. Et donc moi, quand j'étais data scientist, je faisais tout ça, sachant que le plus gros défi pour moi, ça a surtout été de réussir à trouver les données, puisqu'aujourd'hui, de manière générale, dans les entreprises que j'ai pu fréquenter en France, on n'était pas du tout dans une démarche data-centrique, donc il y avait un gros travail d'acculturation à la donnée pour trouver les données, les identifier, les labelliser, avant de pouvoir même construire un modèle. Et alors, quelle est la solution que tu proposes avec ta start-up Codist, pardon. Nous, ce qu'on fait à Codist, c'est qu'on prend n'importe quel code, on l'analyse et on génère automatiquement de la documentation. Et ça, c'est grâce aux algos qu'on est en train de développer actuellement, qui sont basés sur du machine learning appliqué au code et qui permettent de comprendre automatiquement le code. Et l'idée, finalement, c'est qu'aujourd'hui, quand un développeur passe à peu près 60 jours par an à comprendre le code à cause de la documentation manquante, finalement, nous, on s'assure que la documentation est toujours à jour et donc c'est 60 jours de travail gagné par an par développeur ou entreprise qui l'emploie. Et à partir de quand vous pourrez proposer ces solutions aux entreprises ? Alors là, on a aujourd'hui une première version qui est disponible en Python, enfin pour les codes en Python, pardon. Et l'idée, c'est qu'on rajoute progressivement différents langages de programmation, puisque, compte tenu de mon expérience professionnelle, je sais que du code historique, ce qu'on appelle le legacy code, il y en a vraiment partout, en plein de langages différents. L'idée, c'était vraiment de couvrir tous ces langages. Et est-ce que toi, personnellement, tu as eu des modèles pour en arriver là où tu es aujourd'hui ? Je n'avais pas de modèle clairement identifié, parce que déjà, il y en avait peu quand j'ai commencé. Donc là, on a de plus en plus d'influenceuses de la tech, qu'elles soient femmes noires. Mais quand j'ai commencé, il n'y en avait pas tant que ça. Donc ça a plutôt été, je me suis plutôt réfugiée dans les blogs, dans les livres, pour pouvoir trouver mon inspiration. Je crois aussi que tu dis que l'important c'est l'objectif, même si on n'a pas de modèle. Si on est concentré sur ce qu'on veut, finalement on y arrive, même si on n'a pas de figures qui peuvent inspirer, quoi. Oui, c'est-à-dire effectivement, lorsqu'on a un objectif en tête, cet objectif, finalement, c'est un moteur. Et il ne s'agit pas de faire comme X ou Y, mais d'atteindre cet objectif, d'atteindre cette ambition qu'on s'était fixée. Et pour moi, en tout cas, c'est le moteur principal. Alors, est-ce que tu as déjà été victime de sexisme ou de racisme depuis ta prépa jusqu'à récemment, la création de ta start-up ? Alors, dans le domaine scolaire, non. Ni sexisme, ni racisme. En prépa, surtout pas. En école d'ingé, un petit peu, mais plutôt de la part des élèves. En soi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'école d'ingé que j'ai faite, donc les mines, c'est la bienveillance des professeurs et justement leur sensibilisation au sujet, donc pas de problème. Après qu'on rentre dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la start-up, là on est totalement dans un autre univers. Et oui, donc forcément, il y a des préjugés, que ce soit des préjugés de race, des préjugés de genre, et c'est d'autant plus vrai dans le monde de la start-up où on est non seulement dans un domaine très tech,
majoritairement masculin. Et lorsqu'on est en phase de financement, et là, pareil, principalement, les financements sont accordés à des hommes. Donc, il y a aussi tout un tas de clichés à déconstruire et à combattre. Je crois même qu'on t'a mise en garde, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, j'ai rencontré une fois un investisseur qui m'a dit texto, le projet est génial, mais soyons honnêtes, tu es une femme noire dans la tech, donc tu vas galérer. Est-ce qu'il y a eu d'autres formes que cette mise en garde dans le financement quand tu as commencé à vouloir rechercher des fonds? Est-ce que ça s'est concrétisé sous une autre forme? Aussi concrètement, non. Il y a après, il y a un peu le comment dire. Donc aussi concrètement, non, on va toujours retrouver des préjugés latents qui vont revenir, comme par exemple des investisseurs qui vont vous dire, mais par exemple vous n'êtes pas assez pugnace, vous n'êtes pas assez viril, etc. Donc il y a quand même des petits préjugés qui vont remonter systématiquement. Il faut les combattre tout le temps. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'au fil du temps, moi en tant qu'entrepreneuse, j'ai raffiné ce que je voulais. Pour moi, pour ma start-up, ce que j'étais prête à accepter, ce que je voulais refuser. Donc, on place très vite ses limites, finalement, à ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Quelle solution il faudrait avoir pour que ça change? Il faut déjà une sensibilisation aux acteurs, donc ceux qui cadrent de financement, je parle, donc ceux qui ont l'argent des fonds d'investissement, les business angels, sensibilisation à la question. Et donc, il y a des fonds alternatifs qui se montent, comme ImpactX, par exemple, qui va favoriser des financements sur des populations racisées ou minoritaires, ou des fonds dédiés aux femmes, par exemple. Et même en amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que pour 100 boîtes financées, seules 2 d'entre elles auront été fondées ou cofondées par des femmes aujourd'hui en France. Et c'est à peu près 3 à l'échelle mondiale. Donc, il y a vraiment une acculturation à faire. Et même en amont, on se rend compte que autant de femmes que d'hommes sortent des classes scientifiques, mais finalement, dans le monde professionnel après, on a plutôt un ratio de 3 pour 1 en faveur des hommes dans la représentation des métiers tech. Donc, il y a vraiment un plafond de verre à casser pour l'accès à la tech et aux hautes positions pour les femmes. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview et à très vite dans un nouveau numéro de Ces femmes qui font la tech. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci.